Beauté Nabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois Gaël. Gaël qui est manager commercial dans la tech, donc, qui manage donc une équipe de 10 commerciaux, de 10 account managers, excusez-moi, Mhm, et mhm. qui, depuis une dizaine d'années, est dans le management. Donc, je la reçois aujourd'hui avec grand plaisir. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde, une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Gaëlle, je te remercie d'être présente aujourd'hui et d'avoir répondu à mon appel pour être Euh, là. Écoute, le plaisir est partagé. Bonjour Colombe. Alors, je ne sais pas comment on dit bonjour dans mon langue maternelle, donc ça fait partie un petit peu on va dire, des regrets que j'ai en tant que jeune femme de la diaspora. Donc, on va essayer de changer ça pour les prochaines générations. Mais en tout cas, merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir partager mon expérience, ma carrière. Si ça peut aider nos frères, nos sœurs, nos amis à pouvoir aussi prendre un élan, trouver du courage, trouver de la force, trouver des astuces pour donner un sens fort, un impact à leur carrière et au monde de la diaspora de manière générale, c'est quelque chose qui me fera plaisir et auquel j'ai envie fortement de contribuer. Donc, merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Qui es-tu, Gaëlle? Je t'ai présenté, mais j'aimerais que tu te présentes aussi à ton tour, parce que j'ai dû oublier des choses. Donc, qui Ouais. es-tu, Gaëlle? Non, mais la présentation était assez claire. Donc, moi, c'est Gaëlle, j'ai 34 ans, je suis d'origine camerounaise. Je travaille donc, comme tu disais, dans le domaine managérial et commercial depuis plus de 10 ans. Donc, je suis une jeune Camerounaise qui est arrivée, dans le sud de la France, à Nice, à l'âge de 9 ans, les rêves plein la tête. Je suis arrivée en me disant: «Gaëlle, tu arrives, tu as la chance, tu as l'opportunité à 9 ans, hein, de pouvoir devenir la femme que tu veux, d'avoir l'opportunité de construire le monde que tu veux, de donner aussi à ta famille potentiellement une direction de vie, un confort de vie différent de ce que tu as pu connaître jusque-là, faut y aller». Donc en fait, moi, en arrivant à Nice, jeune, comme je disais, jeune camerounaise, enfin perte de repères, de culture, il faut Mmh. s'adapter. On arrive en plus dans un environnement scolaire primaire, on sait que les jeunes d'entre nous, on n'est pas toujours très tendres. Avec mon petit accent camerounais, j'arrive, bon bref, les choses se passent et en fait, très tôt, moi, j'ai toujours su que je voulais être dans l'accompagnement de l'humain OK. parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mes valeurs, le côté, c'est autant l'empathie, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, mais c'est surtout le fait d'avoir un impact sur la Mmh. vie, des gens, que ce soit émotionnel, que ce soit, intellectuel, pouvoir partager, recevoir et accompagner du mieux qu'on peut pour aussi voir à mon tour les autres, bah, s'épanouir. Parce que mon épanouissement aujourd'hui se traduit dans ce que je transmets à mes équipes. Donc très tôt, je n'avais pas encore formulé, hein, de manière claire ce que ça je voulais faire, mais je savais que je voulais être en interaction. Je savais que je voulais partager, je savais que je voulais collaborer et en fait, j'ai toujours eu un tempérament assez affirmé. Je pense que j'ai Mmh. toujours eu un leadership qui était assez naturel, que ce soit en cours, avec les amis, et donc en fait, j'ai toujours eu cette possibilité d'être très expansive, d'aller facilement vers les autres, d'échanger, très curieuse aussi, très curieuse de ce qui se passe autour de moi, du monde, comprendre pourquoi on fait les choses comme ça et donc en fait, arrivé à peu près à l'âge de, je dirais de mes 18 ans. Donc en fait, ce que j'ai fait un parcours tout à fait basique, hein. Au départ, j'ai fait mon secondaire, j'ai eu mon bac, économique et social à l'époque. Ensuite, j'ai fait un BTS commerce international parce que je me disais: «Bah, commerce international», je parlais plusieurs langues, donc je me dis: «C'est l'occasion de pouvoir aussi voyager» et finalement, je me suis dit: «Non, en fait, ça me plaît pas». Je me suis dit: «Qu'est-ce que tu as envie de faire?» Bah, j'ai pensé à être policière, j'ai pensé à travailler dans les douanes et en fait, je me suis dit: «Non, finalement, c'est non, c'est pas ça».
Mmh. Et en fait, je suis allée, j'ai fait pendant donc après mon bac et mon BTS, j'ai eu 1 an où je ne savais pas trop quelle direction je voulais prendre Mmh. parce qu'à mon époque, j'espère que les choses ont évolué, on avait très peu d'informations finalement, en fait, sur quel parcours, de carrière tu peux avoir. Il y avait effectivement les parcours classiques en fonction du niveau d'études et des débouchés, mais à 18 ans ou 19 ans, très peu de personnes savent de manière très claire, en fait, ce qu'ils veulent faire. Donc, si tu Mmh. avais raté un salon, à l'époque, c'était Studirama, je m'en rappelle. Si tu avais raté les salons, eh bah, tu te retrouvais un petit peu, sur le banc de touche ou encore si tu n'avais pas juste accès à des informations de Mmh. base. Et donc, en fait, pendant 1 an, je me suis retrouvée à faire, une licence LEA, donc langue étrangère appliquée. Donc ça me permettait de continuer à pratiquer les langues et avoir un petit peu de l'économie de la gestion et par la suite, donc, j'ai commencé à travailler. Mmh À mh. côté de mes études, je travaillais dans une grande chaîne de fast-food et en fait, ça m'a confortée dans le fait que je voulais être en contact avec les gens. OK. Le fait que justement j'avais ce côté, leader et très rapidement, j'ai gravi les échelons aussi en étant dans un contrat étudiant et là, à la suite de ma licence LEA, je me suis dit: «Bah, je sais ce que je veux faire. Je veux travailler en tant que directrice des opérations». Ça, c'était ma guideline, c'était mon fil conducteur, directrice des opérations parce que je vais avoir, en lead des collaborateurs, parce que je vais travailler sur des projets diversifiés, parce que je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir, interagir, comme je disais, avec d'autres cultures, d'autres personnes et donc j'ai fait ensuite une deuxième licence, donc j'ai une double licence en économie-gestion, et création d'entreprise D'accord. et j'ai intégré par la suite en master l'IAE de Nice, en faisant un MIB, donc c'est un master en international business. C'est un parcours Mmh qui mh. est en anglais, full anglais. On t'apprend en fait les rouages du management, les rouages, bah, du monde de l'entreprise, hein. C'était pas pour le coup, j'ai trouvé que c'était une formation qui n'était pas, que théorique. On avait beaucoup de Mmh. pratiques et ça change. On avait des profs qui n'étaient pas français et ça change aussi. Mes profs Mmh. venaient, du Japon, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud. Donc on avait des manières, des méthodologies de travailler qui étaient complètement différentes et à la suite de ce master que j'ai eu, avec mention et donc Ah! c'était une fierté. Première de ma famille, à avoir un diplôme, à ce niveau-là. Mmh Donc mh. autant te dire que c'était une fierté, on a fait Ouais, une grande fête. j'imagine. La maman était émue à chaudes larmes, c'était génial et avant d'arriver sur le plan carrière, j'aimerais dire que ce chemin-là, il n'a pas été facile. Mmh mh. Raconter comme ça semble être un long fleuve tranquille, mais il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où j'ai eu des profs, je me rappelle quand j'étais encore en seconde, première et même en BTS qui me disaient: «Tu vas rien faire de ta vie». Ouais. Parce que j'étais une élève qui était assez, turbulente et de par mon côté très expansif, donc turbulente ne veut pas dire que je créais des problèmes, mais je parlais beaucoup. Mmh. Hem, je prenais beaucoup de place, donc en fait, dès ton plus jeune âge, on essaye déjà, en fait, de te mettre dans une case, de te Mmh. mouler et moi, je n'ai jamais accepté d'être mise dans une case parce que j'ai toujours su que ce qui fait que tu deviendras la personne que tu as toujours voulu être, c'est en restant toi-même. Même face à des personnes qui vont te dire, et je l'ai entendu: «Tu ne seras rien d'autre, enfin, tu ne feras rien de ta vie ou tu vas juste travailler, en tant que, voilà, un petit métier de base». Je ne vais pas rentrer dans Mmh. les stéréotypes, mais qui t'enferme, en fait, vraiment dans une case Mmh. et ça n'a pas été facile et je tiens aussi à travers cet échange à témoigner vraiment ma reconnaissance à ma mère parce que quand elle a vu que je prenais ce chemin aussi de frustration parce qu'on me mettait dans une case et elle a vu qu'en fait, non, si je laisse ma fille dans l'environnement scolaire dans lequel elle est actuellement, Mmh mh. ça risque en fait de la détruire et potentiellement d'enlever son potentiel, sa lumière. Mmh. Et donc, elle m'a sortie de l'environnement scolaire où j'étais. Et ça, je trouve que c'est un message qui est important aussi pour nous aujourd'hui en tant que maman, future maman, sœur. Il ne faut pas aussi avoir peur d'accompagner les rêves de ses enfants. Et c'est pas parce on va vous dire que votre enfant est un enfant perturbateur, qu'en fait, il faut, il faut canaliser, bien évidemment, Bien mais il sûr. faut aussi savoir faire la part des choses. Et donc, faire la part des choses, c'est aussi savoir quel environnement correspondrait le mieux à mon Mmh. enfant pour l'accompagner dans ses rêves. Et donc elle m'a mis dans une école privée et c'est là où j'ai rencontré, des professeurs qui ont été à l'écoute de la personne que j'étais, qui ont dit: Mmh. «Gaëlle, tu es ce que tu es et ce que tu es, c'est ta force. Mmh. Cultive-le, on canalise ce qui peut déborder un peu par moment et
Tout ça pour dire que quand on a des repères, quand on a des personnes qui savent nous montrer la voie dès le plus jeune âge, ça nous permet de gagner en estime de soi, en confiance, Mmh. et d'arriver ensuite faire une carrière qui peut être un peu plus sereine. Donc cette parenthèse-là, elle me semble importante parce qu'on a tendance à l'oublier et donc ça n'a pas été facile, hein. Enfin, moi, comme je te disais, je travaillais en même temps que mes études. Ça veut dire que je faisais des fermetures jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Je rentrais, Mmh. je travaillais sur, mes présentations, mes partiels. Le lendemain, 8 heures, j'étais en cours. Il faut avoir faim de réussite. Mmh. Le conseil que j'ai envie de donner aussi aujourd'hui à tous ceux qui vont nous écouter ou nous regarder, c'est qu'il faut avoir faim de réussite. Ma phrase, c'est: «Sky is the limit» et je dirais même que même le ciel n'est pas une limite. Mmh. Aujourd'hui, on a aussi grandi la génération, enfin les jeunes, de la diaspora, pendant longtemps, on nous a dit: «Oui, mais en fait, tu ne tu enfin, c'est un monde très fermé, c'est très élitiste, hem, d on va pas te prendre». Personnellement, je ne me suis jamais mis, des croyances limitantes qui me disaient: «Gaëlle, tu vas pas y arriver». Pourquoi je n'y arriverai pas? Mmh. Je me donne les moyens. OK, ça va pas être facile, hein, enfin vraiment, on va pas se vendre du rêve, ça va pas être facile. Tu n'auras pas toujours les codes, tu vas avoir des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Tu vas avoir des moments aussi de doute parce que tu vas des projets où tu vas super bien réussir et des projets, en fait, qui ne vont pas bien se passer. Mmh. Mais si tu te donnes les moyens, si tu es curieux, il faut être curieux, il faut se donner les moyens. Donc moi, mon message aussi, c'est: ayez faim de réussite. Ayez faim, en fait, d'aller chercher la lumière qui vous appartient parce qu'on ne vous la donnera pas. Et dès le moment où on comprend qu'on ne te donnera rien, mais que c'est à toi d'aller le chercher, et c'est une phrase qu'on entend souvent: «C'est à toi d'aller le chercher», c'est réel. Si tu Mmh. vas chercher les choses, quand tu arrives dans un endroit où on ne t'attend pas, on te respecte. Mmh. On te Ça me respecte, parle. ça Ça me parle. parle totalement et honnêtement, Gaëlle, ton parcours me parle, pas sur tout, mais cette fin de réussite et cette envie de pas se laisser stigmatiser, cette envie de pas trouver sa place, juste, mais d'être qui on est et de prendre la place qu'on a envie de prendre. Cette envie de dire, «Mais en fait, là où vous me mettez dans les cases dans lesquelles vous me mettez, ça me correspond pas. Voilà moi, le moule dans lequel j'ai envie de me mouler moi-même». Et ce que j'entends aussi et qui m'a vraiment touchée, c'est la reconnaissance, face à ta mère. Donc si peut-être que je vais extrapoler, mais ça veut dire qu'elle a été un vrai support système pour toi. Hem, Clairement. Je pense que rien de ce que je suis aujourd'hui n'aurait été possible sans elle, mmh honnêtement. et justement en parlant de ça, parce que tu es arrivée, tu avais 9 ans, tu vois? Mmh. Ça veut dire que tu as grandi au Cameroun avant ça, si j'ai bien compris. Tout à Heu, fait, tout à fait. donc déjà tu arrives, avec des codes qui sont totalement différents. Parce que quand tu as 9 ans, tu sais, tu as l'habitude, d'un certain environnement et tu arrives, la Mmh. température qui n'est pas la même, la Mmh. nourriture potentiellement qui n'est pas la même, l'eau, heu, Le rythme l'environnement. scolaire aussi n'est pas le Ouais, même. On n'a pas les mêmes horaires, on ne travaille pas de la même manière. donc Enfin, déjà ce choc-là, ouais, ça veut tout à dire fait. que tu es déjà dans l'adaptation, voire la suradaptation. OK. Ensuite, après ça, donc à l'école, bah, voilà, tu as ta personnalité qui a pas toujours été comprise, hein, Mmh. de ce que j'entends. Ça veut dire que tu dois encore être dans la suradaptation, Oui. parce qu'en fait, tu es incomprise, tu vois? Et le mot que tu as utilisé, turbulente, c'est un mot qui me parle énormément parce que c'est un terme, qui m'a longtemps aussi, qu'on m'a collé dans le dos. Et en fait, c'était pas de la turbulence, c'est juste que l'endroit où j'étais, je sais pas si tu as le même sentiment, mais Ne l'endroit où tu es. correspondait pas. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Et Quand tu n'es pas à ta place, tu vas exprimer des émotions, que tu ne maîtrises pas toujours, et la facilité pour beaucoup d'adultes, c'est la turbulence. On ne mmh, cherche pas à comprendre ce qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de justement savoir verbaliser, ce qu'on veut, que ce soit auprès de nos amis, auprès de notre famille. Parce que moi, en verbalisant, ma mère a compris que ce n'était pas de la turbulence. Surtout quand on a des enfants, en fait, qui ont des facilités scolaires. mmh, C'est-à-dire que moi, j'étais très turbulente, mais j'avais beaucoup de facilité. Je ne travaillais pas beaucoup, en fait, à l'école. Donc, si tu as un enfant qui est turbulent et qui a quand même des bonnes notes, qui s'en sort, qui est toujours parmi les meilleurs de sa classe, il faut se poser la question de savoir mmh, est-ce qu'elle est là où elle devrait être? Et malheureusement, et ça, je pense que pour nous aussi, en tant que personnes issues de l'immigration, ça demande aussi une conscience
émotionnelle, mentale de nous-mêmes et de nos enfants et de nos frères et c'est quelque chose que j'aimerais aussi qu'on apprenne à développer parce que ça nous sert dès le plus jeune âge, mais ça nous servira aussi énormément dans notre parcours professionnel. Donc c'est très important d'avoir ce prisme-là aussi, en tête. C'est génial et je reviens un petit peu, parce que tu as parlé de ton parcours, scolaire. Oui. Comment tu as choisi justement, d'aller en général? Comment tu as choisi de faire un bac ES? Comment j'ai choisi? En fait, c'était simplement lié déjà à mes notes. J'avais les notes qui me permettaient de le faire et parce que j'ai toujours adoré l'économie. Mmh. J'adorais l'économie, je de quand il y avait des débats politiques ou, des revues, économiques, j'étais vraiment très intéressée et pour moi, c'était très logique. En fait, j'avais cette curiosité, et cette appétence très naturelle sur certaines matières. Donc Mmh. j'étais assez bonne en économie, j'étais assez bonne en langue, j'étais très bonne aussi en littérature, mais par contre, j'étais très mauvaise dans les matières scientifiques. Donc je savais que par élimination, je n'allais pas aller faire un bac S parce que je n'aimais pas ça, mais j'aimais justement encore une fois les sujets où tu as de la réflexion, Mmh. débat, tu as de la contradiction, Mmh. tu as de l'échange et donc forcément en économie, ou dans les matières littéraires, c'est des éléments en fait dans lesquels je me retrouvais et donc ça, c'est de moi-même en fait. C'est-à-dire que ma Mmh. personnalité et mes aspirations m'ont fait, naturellement aller là-bas et ensuite pour mon BTS, j'avais fait des recherches, tout simplement en fait en tapant un petit peu, je sais plus, je crois que j'avais tapé, international, langue, et puis j'avais vu un petit peu tout ce qui se proposait Mmh mh. et j'avais vu, le commerce enfin à l'époque c'était j'ai eu mon bac en 2008, donc ça veut dire que j'ai commencé mon BTS à peu près 2000, début 2009, Mmh. donc j'ai fait mes recherches et en fait j'ai vu qu'il y avait un BTS commerce international qui était très bien réputé. Je regardais aussi la réputation des diplômes. Mmh. Parce que comme je te disais, il ne s'agit pas simplement de savoir où on veut aller, il faut aussi bien choisir le chemin qu'on prend et Mmh. donc la réputation de où on va, ça paraît assez simple, mais finalement, c'est ce qui sera sur ton CV et quand tu arriveras sur le marché du travail, ça va être aussi un petit peu, en fait, le gage de confiance que Que tes interlocuteurs vont avoir, mmh. de toi. Donc c'est simplement ça, j'ai fait mes recherches de manière très autonome. Je suis jamais allée au salon Studirama, par exemple, tu vois? Parce que pour moi, c'était des choses où déjà préfaites, tu vas aller, on va te dire, «Ah ben le commerce, c'est très bien», voilà et tu vas aller là-dessus. Mais en fait, quand tu sais à peu près la direction que tu vas, il faut être curieux juste de creuser et de Mmh. chercher. Et après le master, je voulais absolument un master qui soit impactant, qui Mmh. puisse me permettre, si je le souhaite, de partir travailler à l'étranger. Mmh. Et je voulais un master où j'interagissais avec des personnes qui ne sont pas de mon milieu, qui ne sont pas de mon pays et donc je parle de la France là en l'occurrence et donc avoir cette enfin, multitude d'échanges, Mmh. et de méthodologie de travail parce que c'est ça aussi, avoir une méthodologie de travail qui est complètement différente. C'était un master qui était assez, sélectif. Mmh. Je l'ai raté une première fois, hein. J'ai raté le concours d'entrée une première fois, très OK. honnêtement, parce que je m'étais pas préparée. Encore une fois, la préparation, j'étais habituée à avoir des acquis. Je savais que, je m'étais pas préparée et je suis allée, je me suis loupée complètement, en anglais alors que c'était la matière enfin une des matières où je m'en sortais le mieux parce que j'étais pas préparée et donc j'ai fait ma licence en double gestion parce que je pouvais entrer en IAE dès la licence. Donc j'ai D'accord. raté le concours en licence, donc je suis partie dans un parcours universitaire plus classique et je me suis dit: «Bah, j'y serai en master» et j'ai préparé mon entrée. J'ai préparé mon concours, j'ai travaillé, j'ai révisé et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes choix. Mais ça a été plus vraiment j'ai pas eu d'orientation, si tu veux. Ça a été juste de la curiosité Mmh. et par rapport à moi, par rapport à mes aspirations, ce que je trouve, est-ce que ça me correspond? Et puis voilà. Donc il faut pas Gaëlle avoir peur d'être curieux aussi. Gaëlle, je vais me permettre, de rebondir sur ce que tu dis, hem et parce que tu dis «juste», alors que pour moi, c'est plus que juste, tu vois? C'est quand même un pas énorme. En fait, tu as décidé de prendre, d'être actrice première de ton parcours. Parce que quand tu dis «juste», tu vois, ça fait genre: «Bon, c'est rapide». Non, ça veut dire que tu as cherché, tu t'es informée, tu as dû demander aux gens, tu as dû aller regarder des avis, hem
Donc tu as été vraiment très proactive pour trouver la meilleure, orientation pour toi-même et en Oui, fait, tu as décidé de pas aller, dans les salons où moi personnellement j'ai été, hein, parce que je pense qu'on est de la même année génération. et Ouais, génération, ouais et ces salons où, comme tu dis, c'est préfet, en fonction tu dis: «Ah bah, j'aime bien les maths. Ah bah, tu devrais faire une prépa maths». Mais non, en fait, c'est ça en fait. ça n'a rien à voir. Ouais. Hem, donc j'entends ça, mais voilà, je voulais pas minimiser, le juste, je le trouvais pas assez fort parce que quand tu dis juste, c'est tout le travail que tu as fourni et j'imagine les heures de recherche, les heures où tu as dû te gratter la tête et à comparer, plusieurs choses, voilà, c'est pas leur rendre justice. Donc et justement en parlant de ça, comment tu t'y es pris? Parce qu'en fait internet, tu peux trouver énormément de choses sur internet. Comment tu as fait ta sélection? Tu vois, que ce soit le BTS, que ce soit le master, est-ce que tu avais des critères déjà bien définis? J'avais des critères, notamment au niveau des débouchés. OK. Je regardais la réputation du diplôme, je regardais les débouchés et bien sûr le secteur géographique aussi, parce que je vivais aussi encore chez ma mère, donc je me voyais pas non plus partir, dans une autre ville, ça allait engendrer des coûts financiers, différents. Donc ça a été vraiment la réputation, les débouchés, parce que in fine, le but pour moi, c'était de sortir avec un diplôme qui me permette tout de suite d'être dans le monde actif. Et OK. d'avoir mon argent et de pouvoir avancer. Je voulais pas être là en train, de trouver un travail où j'allais, galérer, aussi pour pouvoir me vendre, hein, être Mmh mh. employable. Donc ça a été vraiment débouché, réputation du diplôme et ensuite, secteur géographique et puis le contenu parce qu'en vrai sur internet on a une mine d'informations. Je sais que j'avais pas mal, à l'époque, un site du gouvernement, je me rappelle plus. Ouais, je suis désolée, je te fais remonter à loin, hein, parce que là on parle, Ouais, ça ouais, fait il y avait un site de l'État, qui justement aussi répertoriait l'ensemble. En fait, tu rentrais ta ville, hem, les matières ou en tout cas les grandes lignes des matières qui t'intéressaient et tu avais des propositions, mais je me rappelle plus. Il faudrait que je le retrouve, mais en tout cas, il y avait un site aussi qui te mmh. permettait de pouvoir avoir un annuaire finalement, Mmh. des formations disponibles et des conditions, d'accès à ces formations-là. Mais je te le retrouverai. Mmh. Ça doit être dans mes archives. Et tu vois là où, moi j'ajoute à ce que tu dis, c'est que toi tu as été proactive dans ce que tu voulais faire, là où moi je l'ai pas été et où j'ai mis plus de temps à me trouver, à me chercher et où j'ai été travailler sans ambition, Mmh. sans perspective et quand tu te lèves le matin et que tu as pas de sens, tu as pas de plaisir et la rémunération n'est même pas, plus attractive que ça, tu ressens Ouais. une certaine frustration et en fait tu rentres dans ce cercle vicieux, hem et c'est pour ça que tu vois, je trouve ça vraiment grandiose que la recherche que tu as faite et pour ça que je voulais pas la minimiser, je voulais lui donner sa juste place, enfin juste, je reviens sur le juste, mais lui Oui. donner sa place parce que, aujourd'hui, la proactivité, être acteur, je pense que c'est la clé pour avoir, l'orientation qu'on mérite, tu vois? Qui selon nous est à la hauteur de qui on est Ouais. Oui. et je pense que c'est là où, il y a une grande différence, tu vois? Entre mon parcours, par exemple, même Mmh. si j'aime pas comparer, parce que chacun a sa propre expérience et cetera, mais là, tu vois? Je me dis: «Ouais, si je revenais en arrière, mais ouais, avec les si on refait le monde», mais ta technique, en plus, tu avais des critères qui étaient bien définis, donc Oui. débouchés, contenu, donc consistance, réputation de de l'école et du diplôme et en plus de ça, le critère géographique. Tu t'imagines que si, il y avait ces 4 clés pour tout un chacun, tu vois, ça donne déjà une certaine guidance et ça, je trouve que Oui, c'est vraiment, tout à fait. Après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. C'est pour ça que j'ai peut-être employé le terme juste, parce que tout le monde n'a pas aussi, une personnalité qui est dans l'action. Ça mmh, n'empêche que même si tu n'as pas cette personnalité-là, tu peux effectivement te renseigner aussi autour de toi et prendre son ordinateur et taper des mots-clés, même je suis ça ne d'accord. coûte rien et ça coûte rien. Mais si tu es passionné, en tout cas, si tu crois en ce que tu as envie de faire, Mmh, très naturellement, tu vas être dans l'action. Très mmh, naturellement et donc je pense que dans ce que tu dis, on est dans l'action si on croit en ce qu'on veut faire, si on mmh, est animé par ce qu'on veut faire, si on sent que là où on va, on est à sa place. mmh, Si aujourd'hui on a des personnes autour de nous qui n'ont pas cette flamme-là,
il faut qu'ils se posent la question de savoir Mmh. qu'ils sont à leur place. Parce que quand on est à sa place, on fait les choses très naturellement et ce qui, pour les uns, peut sembler être quelque chose d'incroyable, bah, pour nous, c'est naturel, en fait, parce Mmh. qu'on le fait, parce que ça nous anime finalement, tu vois? Donc c'est aussi une question de caractère, mais il faut choisir, il faut savoir si on est à sa place avant de se dire: «Je suis dans l'action» ou «Je ne suis pas, dans l'action». Mmh. Et après, bah, du coup, si on arrive sur ma carrière professionnelle, je vais te dire, j'ai fait toutes mes études sur Nice et puis je suis arrivée sur Paris. Mmh mh. À savoir que je m'étais dit que je ne travaillerai jamais sur Paris. C'est une ville que je n'appréciais pas pour beaucoup de raisons. Et en fait, j'ai été contactée par une entreprise. C'était un prestat qui travaillait pour une grande multinationale de téléphonie. Ils font pas que de la Mmh. téléphonie, ils font de l'électronique et ils cherchaient, une manager, commerciale terrain. Donc en OK. fait, qui allait avoir en gestion une trentaine de personnes, réparties sur l'ensemble du territoire français, donc avec des déplacements réguliers, et avec donc toute une partie, stratégie, mise en place des KPI, reporting, et cetera. Donc je sors de là, j'avais 24-25 ans, 24 ans je pense, quelque chose comme ça. Donc grosse responsabilité, dès le départ, Mmh. donc les entretiens se passent très bien. À savoir qu'une autre clé pour moi pour les entretiens, c'est que je ne me suis jamais mis la pression pour les entretiens. Mmh. Pour moi, un entretien, c'est de la même manière que tu dois te vendre au recruteur, le recruteur doit se vendre à toi. Et moi, je suis quelqu'un Preach, qui fonctionne au feeling. Dès les premières preach. secondes, j'arrive, comme tu m'as vu, très souriante, très expansive. Et si en face de moi, je n'ai pas ce retour-là, je sais déjà Mmh. que ça va pas faire. Mmh. Et je cherche pas à aller plus loin. Donc, dans cette dynamique-là, et je n'ai jamais eu de difficultés dans mes entretiens professionnels parce que quand ça n'allait pas, j'arrêtais tout de suite. Mmh. Je pense que c'est très important, encore plus pour nous, jeunes issus de l'immigration qui manquons de confiance. On a les diplômes, on a les compétences, on a le potentiel, on a les connaissances, mais on a toujours ce problème de confiance qui vient Mmh. de choses encore plus lointaines que nous-mêmes. Mmh mh. Mais partant du principe qu'on est toujours dans du win-win. C'est du gagnant-gagnant à chaque fois. Je suis assis devant toi, j'ai quelque chose à t'apporter, tu as quelque chose à m'apporter. Mmh. Et dès le moment où on a cette posture de gagnant et ou je n'ai rien à perdre, très naturellement, tu as l'interlocuteur en face de toi aussi. Il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui sait où il va. Et ça, c'est important. C'était juste ma parenthèse, mais dans les entretiens, c'est très important aussi de savoir, rester soi-même. Mmh mh. Rester soi-même, parfois même dire des choses qui peuvent déranger le recruteur et quand je dis ça, c'est ne pas être, un yes man ou une yes Oui. woman. Je dis ça parce que c'est joli, je dis ça parce que c'est les valeurs de l'entreprise. En fait, de mon expérience ou de mon prisme, je partage pas ce vue-là et ce point de vue, après il faut argumenter derrière. Il faut qu'il Bien y ait une sûr. certaine cohérence. Mais je pense que s'affirmer aussi dès le début de sa carrière professionnelle, c'est très important. Mmh. Donc j'ai passé ces étapes-là et donc je suis arrivée sur Paris. J'ai travaillé donc pour cette grande marque très connue, je ne citerai pas le nom, mais très connue, pendant à peu près 1 an où là, ça a été pour moi, très sincèrement, une très belle expérience, mais ça a été très difficile. Mmh mh. Très difficile parce que j'arrive déjà dans un monde d'entreprise qui est très codifié, que Mmh je ne mh. comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'étais arrivée en même temps qu'une autre manager qui était une personne, on va dire, assez classique sur le marché de l'emploi, Mmh. versus moi qui étais cette jeune femme noire, très jeune, en plus j'avais aussi mes cheveux, enfin voilà, j'arrivais, avec ma personnalité et en fait, dès le début, j'ai vu qu'on avait une attention particulière pour l'autre personne que davantage pour moi Mmh mh. et c'est quelque chose où j'aurais pu me dire: «Mais oh là là, est-ce que je suis à ma place? Je me sens frustrée, je ne comprends pas». Enfin, c'était assez visible, c'était assez visible. Mmh mh. Simplement, pourquoi? Parce que cette personne-là venait du même milieu. Donc c'était même pas fait exprès. C'est la personne venait du même milieu, la personne Mmh. parlait le même langage, la personne avait les mêmes codes. Moi, je venais d'un milieu déjà, je venais du sud de la France, on a pas les mêmes codes. En plus, j'ai mes origines et je suis une personne qui ne sait pas faire semblant. Voilà et quand on ne sait pas faire semblant, c'est très compliqué, Mmh. aussi de créer du lien en entreprise. C'est un fait. Et en fait, j'ai juste analysé, je me suis dit: «OK, tu viens pas du même milieu, mais c'est pas grave. Ils vont apprendre de toi et Mmh. tu vas apprendre d'eux» et je me suis faite violence pour justement trouver ma place et me faire violence, ça va être, par exemple,
il y a des situations où tu dois aussi t'adapter pour pouvoir trouver ta place. Et ça ne veut pas dire Mmh. que tu changes qui tu es. Prendre des pauses café, je le faisais. Les accompagner aux pauses cigarettes, c'est tout simple, hein, je ne fumais pas, hein, je le faisais. Se dire qu'on prend un verre après le travail, j'avais pas forcément envie, je faisais beaucoup de sport. J'y allais de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps. Mmh. Simplement pour que les autres aussi puissent t'accepter, il faut que tu donnes aussi un peu de toi-même. Tu fasses un pas. Tu fasses un pas vers eux et en faisant ce pas vers eux, bah, j'ai pu m'intégrer à un milieu qui n'était pas le mien et à côté de ça, j'avais une personne aussi dont ce n'était pas le premier emploi, qui avait déjà en fait une certaine expérience, notamment sur toute la partie un peu, Excel, tout ce qui est, formule et cetera et en Mmh. fait, moi, quand on me demandait certains reportings, parce qu'à l'époque, tout était manuel, je mettais 2 fois plus de temps qu'elle pour les faire. Mmh. Parce que je n'avais pas les bonnes méthodes, la bonne méthodologie. Et un jour, je comprenais pas, enfin, je voyais qu'en 1 heure est terminée et moi, j'étais là et à chaque fois, mon boss, il me disait, parce qu'on parlait en anglais, il me disait: «Mais tu es en retard. J'ai besoin du reporting là, vendredi avant 16 heures. Et moi, j'étais toujours vendredi 15h50 devant mon ordinateur Mmh. et elle, à 14h30, elle avait terminé. Donc je me suis dit: «Mais il y a quelque chose qui va pas, Yael. Il y a quelque chose qui va pas». Et donc pareil, encore une fois, il faut pas avoir peur. Je lui ai demandé. Je lui ai dit: «Mais comment tu fais? C'est quoi ta technique?» Elle m'a dit: «Ah mais c'est tout simple et tout. Je me suis créé une trame, j'ai mis des formules». Elle m'a montré sa trame, mais c'était extraordinaire. Et donc en fait, ça encore pour dire qu'on apprend aussi des autres. Une personne qui aurait pu, moi, en étant frustrée, me dire que, bah, en fait, finalement, je me sens en concurrence et en fait, je veux faire mieux qu'elle et je reste dans mon petit silo et je ne veux pas en sortir. Mmh. J'ai juste eu la maturité aussi, je pense, d'aller demander de l'aide et demander conseil. Et donc ça a été une expérience à ce plan-là qui a été difficile parce que ça m'a demandé une remise en question qui n'est pas toujours évidente. Mmh. Il faut avoir des œillères dans le monde du travail. On apprend tous les jours, que ce soit des personnes qui soient plus jeunes, plus âgées, on apprend à tous les niveaux. Donc il ne faut pas avoir des œillères, il faut être curieux, il faut s'adapter. Il ne faut pas rester dans des croyances limitantes. J'aurais très bien pu me dire quand je suis arrivée, ils ne m'intègrent pas parce que je suis la seule noire. J'étais Mmh. entre guillemets. De l'équipe managériale. J'aurais pu m'arrêter là, en fait et rentrer dans un mindset, hyper négatif. Mmh. Non, il faut aussi essayer de comprendre d'où peut venir le gap. Est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? Parfois ça l'est, hein, faut pas qu'on se leurre, mais parfois ça ne l'est pas aussi. Donc il faut déjà essayer de comprendre ça et ensuite donc du coup sur le poste en lui-même, ça a été une expérience incroyable. J'ai eu 30 personnes de tout âge. C'était la première fois de ma vie que je manageais des personnes qui avaient plus de 40 ans, 50 ans Mmh. et j'avais 24 ans. Et ça aussi, en tant que manager, j'ai envie de dire que c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris. Notamment dans la posture que tu adaptes, face au profil que tu as. L'adaptation des Mmh. profils. Parce que quand moi, j'étais impressionnée d'avoir cet honneur-là de pouvoir, Mmh. heu, apprendre, transmettre à des personnes qui pouvaient être mon père ou ma mère. Mmh. Et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité quand on est manager. J'ai jamais pris le poste de manager comme un poste de chef. Je n'aime pas ce mot, ça n'existe pas chez moi. Mais c'est plutôt pour moi un poste où on est, on est des, co-associés. Mes équipes, on est des co-associés, on est des copartenaires. Mmh. Je travaille avec eux main dans la main, et je leur apporte beaucoup de respect. Peu importe d'où ils viennent, l'âge qu'ils ont et cetera. Et donc ça a duré 1 an et ça a été la première année où j'étais sûre du fait que j'étais à ma place et la direction que j'allais prendre était la bonne. Parce que j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter, j'ai appris à travailler aussi, bah, sur des méthodologies, que ce soit comme je te disais avec Excel ou sur des reportings, faire, des rapports, faire des briefings, apprendre à organiser des tournées terrain, heu, planifier son agenda. C'est des choses qu'on n'apprend pas toujours à l'école et ça Mmh. a été vraiment une chance énorme et ça a lancé ma carrière puisqu'après ça j'ai travaillé, alors juste petite parenthèse, il faut pas avoir peur aussi quand on sort de l'école, on a un bac+5, on nous dit à l'école: «Tu vas avoir un bac+5, tu vas sortir, tu vas toucher 4 000 € par mois». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut aussi avoir en tête que quand on sort de l'école, le diplôme, c'est un niveau, mais ce n'est pas l'expérience et il faut accepter parfois de démarrer.
parle en termes de rémunération, Mmh. sur un package qui est, à première vue, en deçà de ce qu'on aurait pu prétendre. Donc, pour moi, mon conseil aussi, c'est en début de carrière, il faut plutôt penser à l'expérience, à ce qu'on va apprendre, aux débouchés, plutôt qu'à l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, hein, je dis pas le contraire. Mais il faut savoir enlever aussi ce prisme-là de son esprit Mmh. pour pouvoir se donner les chances de vraiment avoir des compétences qui soient solides pour après pouvoir se vendre de la meilleure des manières. Donc moi, mon package, c'était un bon package, mais c'était pas le package qu'on m'avait vendu en école, dans mon école d'IAE. On m'avait dit: «Gaëlle, fais attention, tu auras au moins 4 000 € net, machin». Non, j'ai pas eu 4 000 € net quand je suis sortie de l'école, mais j'ai pris le truc parce que j'avais tout à apprendre aussi. Et donc suite à ça, j'ai travaillé, pendant, 6 ans pour une boîte qui s'appelle, ça je peux le dire, Catalina Marketing. C'est une boîte de marketing relationnel qui est à Boulogne. On travaille avec la grande distribution. On Mmh. s'occupe de mettre en place des campagnes marketing pour la grande distribution. Exemple, Colombe, tu vas, au Carrefour à côté de chez toi, tu as fait tes achats et ben, tu as un bon d'achat. Tu ne sais pas pourquoi tu as eu ton bon d'achat, mais tu as eu un bon d'achat. Ben, ce sont mes équipes qui s'occupaient de faire ça. On D'accord, ciblait OK. les habitudes de consommation. Qu'est-ce que tu aimes? Par exemple, tu aimes, tu achètes souvent des pâtes, tu achètes souvent, des lardons, mais tu prends jamais de crème fraîche. Ben, on va te pousser de la crème fraîche dans un bon de réduction. Tu vois? Donc en fait, j'ai fait ça pendant 6 ans. J'avais une équipe alors pareil dans cette entreprise-là et je pense que c'est mon parcours le plus inspirant. Je suis arrivée, j'étais pas manager. D'accord. J'ai fini chez la grande entreprise là et que je suis arrivée là-bas, on m'a proposé un poste de responsable d'opération senior. Je me suis dit: «Oh, j'ai personne à manager», enfin et là je me suis dit: «Waouh Gaëlle, c'est pas grave, c'est une grosse boîte, c'est une boîte internationale, ils sont présents, partout dans le monde». En plus, c'est du marketing, là, pour l'instant, tu as fait du commercial, c'est un aspect de ton métier, du métier que tu ne connais pas. Mmh. Vas-y, j'ai pris le poste, j'avais plus ce rôle de manager, j'avais un salaire qui était moindre que ce que j'avais eu précédemment, D'accord. mais j'y suis allée. J'y suis allée encore une fois pour la réputation, ce que je te disais quand j'ai fait mes choix, hein, réputation, débouché et le secteur géographique, pas vraiment parce qu'en Île-de-France, on fait aussi avec les moyens qu'on a, mais surtout pour la réputation et les débouchés. Et OK. en fait, quand je suis arrivée, j'étais pas manager, donc j'ai appris sur le tas. C'était un métier qui était très différent parce que ça demandait on avait une équipe, analytique qui s'occupait de nous sortir des reportings, des analyses sur les habitudes de consommation et nous, nos clients, la grande distribution, c'était des franchises et des succursales, donc on travaillait directement avec les directeurs de ces établissements Mmh. qui nous contactaient nos équipes en nous disant: Je suis en souffrance dans tel rayon, j'ai besoin de dynamiser, ce créneau entre 14 h et 15 h. Qu'est-ce que vous me proposez comme campagne?» Et nous, on faisait un briefing, on envoyait, c'était validé, donc c'était budgétisé aussi. On avait aussi une partie budget qui entre en compte et on était sur de la programmation. Donc D'accord. là, c'est une nouvelle corde à mon arc puisqu'en fait, j'ai le côté toujours relationnel qui reste. J'ai le côté aussi, briefing que je n'avais pas, sur mon précédent poste parce que j'étais sur de la gestion, de l'accompagnement de l'humain. Mais là, je suis sur de l'accompagnement de clients. Mmh. Différent, c'est encore une posture qui est différente. Et puis on s'occupait de la programmation, c'est technique. C'est-à-dire qu'en fait, ça, on ne t'apprend nulle part. C'est un métier qui est propre à l'entreprise. Mmh. Donc la technicité derrière. Et du coup, mon côté curieux m'a fait me dire: «Bah, en fait, je vais voir des outils que je n'ai jamais vus, je vais apprendre à codifier potentiellement certaines choses». Je trouvais ça génial. Et ça, j'ai fait ça, pendant à peu près la première année et en fait, quand je suis arrivée dans cette boîte, c'était un département. Donc le département, ça s'appelait client service, mais c'était pas un service client. C'est une dénomination qui correspondait pas, mais c'était vraiment une gestion des opérations, pure et dure. C'était un service qui était nouveau, Mmh. qui était récent, ce qui veut dire quand rien n'était construit. Il y avait tout à faire. Et moi, je suis arrivée, ils devaient être 6 ou 7 dans l'équipe et en fait, je me suis dit: «Mais» je te disais tout à l'heure, je te disais, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses. Et en fait, on me demandait de faire des choses et je ne comprenais pas. Je me disais: «Mais on perd beaucoup de temps». Un exemple tout bête, je reçois le briefing d'un client, donc le briefing, on le tape par mail, je l'imprime, et on avait un système de bannettes, en fait, on avait un système de vie de la campagne, rien n'était automatisé. Il suffisait juste que tu perdes la feuille, qu'elle s'envole, que la femme de ménage ou le
ça y est, tu perdais, la trace de Mmh. vie, de ton client et je me suis dit: «Non, mais ça va pas, quelque chose qui va pas». Et du coup, j'ai commencé à me dire: «Mais est-ce que moi je pourrais pas faire?» Donc j'ai commencé à faire mes petits trucs de mon côté, ma petite tambouille, avoir une organisation différente pour voir si ça marchait. Au niveau des briefings, je me suis construit ma propre trame, je testais avec mes clients et j'ai testé avec 2-3 collègues avec qui je m'entendais bien. Et quand j'ai eu le sentiment d'avoir quelque chose de palpable qui pouvait vraiment aider, je me suis rapprochée de ma manager et je lui ai dit: «J'ai une idée, j'aimerais te proposer ça». Et je lui ai proposé, elle m'a dit: «Ah, c'est pas mal, c'est pas bête». Et en fait, c'est là où ça a démarré. C'est-à-dire que dès le moment où je me suis faite mon idée, j'ai proposé et que j'ai eu une personne qui est ma chef qui m'a dit: «C'est pas mal», ça m'a donné confiance et je Mmh. ne me suis jamais arrêtée d'être dans l'amélioration continue. On a mis plein de choses en place. On a mis un CRM. J'ai créé un système d'automatisation, de vérification des campagnes qui nous ont permis d'économiser des centaines de milliers d'euros. Mais tout ça est parti, encore une fois, j'étais actrice de ce que j'étais en train de Mmh. faire. Mmh. C'est pas juste que je suis arrivée et j'ai bien fait mon travail. On me paye pour bien faire mon travail. Ça, c'est un message aussi que je veux faire passer. On a souvent tendance à se mettre en position de victime en disant: «Mais je fais bien mon travail, je comprends pas pourquoi c'est l'autre qui évolue». On te paye pour bien faire ton travail. Là où tu vas faire la différence, c'est là où on ne t'attend pas. Et là où on ne Mmh. t'attend pas, c'est potentiellement des fois, c'est pas grand-chose. On te demande pas de créer un nouvel, outil, mais ça peut être simplement d'avoir une nouvelle méthodologie de travail, un nouvel axe dans les discours commerciaux que tu peux avoir avec tes clients. Ça peut être simplement, je sais pas, tu te rends compte que dans ton métier, les clients appellent plus à midi. En fait, vous partez en pause à 12h15 et ben, proposer à ta direct ça peut être des choses très simples. Mmh mh. Dès le moment où j'ai été actrice en entrant dans cette entreprise avec ces petites choses et que j'ai eu juste une personne qui m'a fait confiance et qui m'a dit: «On y va», je me suis plus jamais arrêtée. Donc je veux aussi dans ça dire aux gens que ne restez pas sur vos acquis. Posez-vous toujours la question de pourquoi vous faites les choses de cette manière-là. Mmh. La curiosité intellectuelle dans le monde du travail, pour moi, c'est une des clés de la réussite. C'est une des clés et accepter de se challenger, de partager, de demander de l'aide, de demander des avis, ça permet d'ouvrir les portes et donc en 1 an, je suis passée, manager d'équipe. 1 an et demi plus tard, je suis passée manager de département et donc en fait, je me suis retrouvée en l'espace de 4 ans à gravir 3 échelons Waouh, et grandiose. je ne suis pas plus intelligente que quiconque en fait. C'est simplement que j'estime que sur chaque action qu'on mène, il y a toujours une opportunité. Mmh mh. Et il faut par contre choisir l'opportunité qui nous correspond. N'allons pas chercher quelque chose qui nous dépasse. Enfin, voilà, on prend quelque chose qu'on sait qu'on peut, sur lequel ça va nous intéresser de travailler, ça va nous passionner et on peut apporter quelque chose. Parfois, il y aura des oui, parfois, il y aura des non à ce qu'on va proposer, mais c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est juste de pouvoir apporter des solutions. Mmh. Et un autre point dans cette carrière, dans cette entreprise, je te parlais tout à l'heure de la personnalité. J'ai été combattue. Ah. On peut le dire comme ça, hein, mon terme est fort, mais j'ai été combattue. Combattue encore une fois parce que, je ne venais pas encore une fois, il faut savoir que dans le monde de l'entreprise, en tout cas à un certain niveau, tout le monde vient du même milieu en fait. Mmh mh. Tout le monde vient du même milieu. Donc si toi tu as pas fait la même école de commerce, déjà, ah, on va dire que tu perds un peu en légitimité. Mmh. J'ai toujours été une des seules femmes noires, voire la seule dans tous les postes à responsabilité que j'ai eus. Et ça, pour moi, ça a été toujours une, comment je peux dire ça? C'est un moteur, un moteur. Parce que pour moi, la représentativité, elle est essentielle. Mmh. Si je me dis que si je suis la première à être là, il y en aura après moi. Parce que Tu telle permets ou telle d'ouvrir les personne portes. aura vu que c'est possible, en fait. Mmh. Donc j'ai été combattue, pas parce que je n'étais pas bonne dans mon travail. J'ai été combattue parce qu'à plusieurs reprises, au début, je n'avais pas les codes. On a parlé tout à l'heure un peu des codes de Oui, oui, l'entreprise. oui. Que ce soit les codes en termes écrits, que ce soit les codes, justement, dans les échanges, physiques, on se croise dans un couloir, dans une réunion, et cetera. Je n'avais pas les codes. C'est-à-dire que j'étais
un diamant brut, un peu, on peut dire ça comme ça. Beaucoup de potentiel, encore une fois, mais ça allait dans tous les sens. Je Mmh. n'avais pas de filtre, je disais les choses comme je pensais. Tu m'envoyais un mail où je ne comprenais pas la forme que tu employais, j'étais aussi tranchante que ce que tu m'avais envoyé. Je n'avais pas les codes. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas les codes, tu as beau être la personne la plus compétente à ton poste, on ne te prendra jamais au sérieux. Mmh. Parce que tu ne renvoies pas à ce que, l'entreprise entrevoit comme étant des valeurs qui lui sont importantes. Et j'ai eu, pour la première fois de ma vie Colombe, une manager métisse. Mmh mh. Donc femme métissée et pour la première fois de ma vie, je travaillais avec quelqu'un qui me ressemblait. Mmh. Et cette femme-là avait un parcours, elle s'appelle Sandrine, donc si elle nous regarde, elle sait qu'elle est mon mentor, ça a été mon mentor. Elle avait un parcours exceptionnel. Travaillé dans des grandes boîtes, elle a travaillé en Afrique, après elle a travaillé aux États-Unis, ensuite elle est venue en France et elle arrivait à ce poste comme elle m'a trouvé déjà en poste. Et la première chose qu'elle m'avait dit dans l'une de dans nos one to one, donc entrevue individuelle, c'était: «Où tu veux aller, Gaëlle?» On m'avait jamais posé cette question depuis que j'étais là. Et j'étais pas encore passée, manager d'équipe. Elle m'a dit: «Où tu veux aller?» J'ai dit: «Écoute Sandrine, j'aime ce que je fais, mais je suis trop compétente pour là où je suis. Mmh Et mh. je sais que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà ce que j'ai mis en place. Mais je sais pourquoi je n'évolue pas. Parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça.» Je me dis: «Moi, je sais pas faire semblant. Je sais pas faire des sourires, à des personnes qui ne me reviennent pas. Je ne m'oblige pas à faire des choses dont je n'ai pas envie et je dis ce que je pense.» Elle m'a dit: «Ouais, je vois.» Elle me dit: «OK, ben, je vais t'apprendre. Tout en gardant ta personnalité, je vais t'apprendre.» Et de là, elle m'a pris sous son aile et m'apprendre, c'est-à-dire que quand j'écrivais, première étape, c'est l'écriture des mails. Mmh mh. On simplifie beaucoup dans le monde de l'entreprise l'envoi des mails, mais la manière dont tu réponds ou tu écris un mail en dit long sur comment tu es perçu et la crédibilité qu'on te donne. Donc en fait, quand elle lisait mes mails, elle me disait: «Ce que tu dis, c'est très pertinent, mais c'est frontal. Il y a pas de forme, il y a pas de collaboration, il y a pas de co-construction. Mmh mh. Donc comment tu veux amener à quelqu'un à t'aider, à t'accompagner si toi, dans ce que tu lui dis, c'est limite en fait, J'ai pas un besoin de ordre? toi. Mmh. Je te demande ça parce que du coup, je sais pas le faire, je sais que tu sais le faire, tu es payé pour ça donc fais-le.» En gros, hein, je schématise. Mmh. Donc la 1re étape, ça a été de m'apprendre à rédiger des mails et m'apprendre à rédiger des mails, c'est: «OK, écris ton mail. Maintenant, relis-moi ton mail. Dis-moi ce que tu as voulu dire. Mets-toi à la place de l'autre. Quand tu reçois ce mail, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu interprètes?» Et c'est très basique ce que je suis en train de te dire. Mais quand on apprend à comprendre que les mots ont un impact, que les gens qui reçoivent notre message on a un impact sur eux, bah, en fait, ça m'a fait grandir. Et elle m'a accompagnée comme ça tout au long de ma carrière. Et cet exemple qu'elle a été pour moi, je pense que ça a été ma plus grande force, Mmh mh. honnêtement. Et dans les combats que j'ai pu avoir, parce que justement, je suis restée moi-même et j'ai eu des personnes qui, tu connais les gossips, hein, dans les couloirs, «Ah mais Gaëlle, tu sais, elle est comme ça, mais elle est trop dure avec ses équipes, tu trouves pas? Ah» voilà. Et ben, j'ai eu quand même une manager qui m'a pas lâchée, une boss qui m'a jamais lâchée. Mmh. Et moi, c'est aussi ce que je suis aujourd'hui dans mon travail, c'est, être un exemple pour les personnes que je lead. Parce qu'en fait, avant d'être là pour l'entreprise, je suis là pour les collaborateurs. Mmh. Pour moi, la définition même du management, c'est être là pour ses équipes, pour l'humain. Je défends d'abord leurs intérêts. Je défends d'abord, leur réussite, leur épanouissement, leur équilibre et ensuite, j'interviens pour l'entreprise, sachant que l'épanouissement des collaborateurs est au bénéfice de l'entreprise. Et donc, si je résume, et donc après ça, j'ai fait 6 ans là-bas et je suis arrivée aujourd'hui dans cette entreprise de foodtech où j'y suis depuis 3 ans, où tu Mmh. disais, hein, j'ai une équipe de 10 account managers et pareil, ça a été un parcours difficile. Mais si je dois vraiment te résumer, pour moi, le fil conducteur
de ma carrière, c'est résilience. Mmh. Tu ne recules pas devant l'adversité. Apprendre de ses erreurs. L'échec Mmh. l'échec a fait partie de la personne que je suis. Quand j'ai plus appris des moments où j'ai pleuré, où je suis tombée, où on m'a dit que j'allais pas y arriver, que des moments où j'ai réussi. L'échec Mmh. fait partie du parcours, en fait, de la construction. Hem, donc je dis résilience, échec, persévérance et la détermination. Tu vois, pour moi, c'est des mots qui sont que dans l'action, hein. Ouais. Voilà, c'est que ça et détermination et le dernier point qui pour moi aussi est très important, c'est il faut savoir il faut être curieux. J'aime beaucoup dire ça, mais il faut être curieux. Il faut avoir soif d'apprendre et apprendre, c'est acheter des livres, par exemple. Moi, je sais que en tant que manager, quand j'ai commencé à manager, je me suis dit: «Mais est-ce qu'il y a des livres qui peuvent m'aider, qui peuvent m'apprendre?» Mmh. Acheter des livres, à vouloir se faire former, demander à son entreprise, demander à son manager de se faire former. Sur l'intelligence émotionnelle. Moi, bon là, je parle de mon cas, mais en fonction du type de poste, les formations ne seront pas les mêmes, mais sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication non violente, sur le management, il faut se faire former Mmh. et après il faut aussi, se faire confiance. Se faire confiance et je pense qu'une fois qu'on arrive à mettre tout ça en place, on est la personne qu'on veut être Mmh. et aujourd'hui, je peux te dire que après 10 ans dans le monde du management, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré ce que j'ai fait et à 34 ans aujourd'hui, je me rends compte que c'est un métier que j'adore, mais c'est un métier qui mentalement est très prenant et c'est là où j'embarque sur la santé mentale. Dans tout ce que j'ai vécu, la force, la résilience, la détermination, ma santé mentale, je n'en ai jamais pris conscience. Mmh. Jamais. Parce que j'ai toujours été dans la réussite, la soif de réussite. Il faut que j'arrive et dans ma carrière, les choix que j'ai faits étaient dictés, comme je te disais, par le fait de vouloir apprendre, mais ma vision cible, c'était de me dire: «J'estimerais que j'ai réussi quand, en tant que personne déjà, j'aurais telle valeur ou compétence que j'aurais développée, mais quand Mmh. j'aurais atteint un certain gap salarial». Mmh. Moi, mon fil conducteur, ça a été me dire: «Si j'arrive à ce niveau-là, c'est bon» et q je suis arrivée à ce niveau-là, je me suis dit: «C'est bon» et en arrivant à ce niveau-là, bah, j'étais épuisée, en fait. Mmh. Parce que pendant toutes ces années, j'ai toujours été en train de combattre et quand je dis combattre, c'est pas forcément négatif, faut pas qu'on voit ça en mode, il y a un peu Non, le oui, côté guerrier, mais c'est combattre pour moi, combattre pour mes équipes, combattre pour les personnes qui me faisaient confiance, combattre pour apporter de nouvelles choses. mmh. Au détriment de ma vie aussi en tant que femme, au détriment de ma vie perso parce que qu'on ne dit pas toujours, c'est que les femmes ou les hommes, peu importe, mais particulièrement les femmes qui arrivent à un certain niveau de carrière sacrifient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, j'ai sacrifié ma vie personnelle pour être là où je suis aujourd'hui. À travailler jusqu'à des 2 heures du matin. Mmh. 7 heures, tu te lèves, tu repars et donc tu n'as pas le temps de construire quelque chose ou quand tu veux construire quelque chose et qu'on te dit: «Tu travailles trop», tu vas dire: «Oui, mais non, en fait, c'est mon gagne-pain». Enfin, tu vois un peu la posture et en fait, tu arrives à un moment donné où tu es épuisé et tu te dis: «Bon, ben, OK, super, je me suis battue, j'ai une super carrière, j'ai une équipe géniale, mais vraiment j'ai un très bon salaire. C'est quoi la suite?» Mmh. Et là, tu te rends compte que, ben, la suite, c'est que tu es passé à côté de beaucoup de choses. C'est un pan de ta vie, ta carrière, mais l'équilibre vie pro perso, j'insiste tellement dessus parce que moi, je l'ai compris très tard et très tard, je l'ai compris cette année 2024. C'est tellement important. C'est tellement important parce qu'il y a des situations que tu vis seule ou en fait, en étant un peu mettant aussi un peu plus d'énergie sur ta vie perso, tu peux le vivre, différemment en étant Mmh. davantage entourée et la santé mentale parce que j'ai fait un burn-out. Et ça, je pense qu'aussi dans notre milieu, c'est quelque chose qu'on a du mal à formuler. Mmh. J'ai fait un burn-out et quand j'ai fait un burn-out, je me suis dit: «Excuse-moi, c'est pas possible. Toi, Gaëlle, tu peux pas faire un burn-out. Ouais. Tu es forte!
Mmh. Tu celle qui est toujours en train d'aller, porter les autres, tu vois? Tu as toujours le sourire, tu es toujours dynamique, mais et puis à quel moment tu fais un burn-out, en fait? Comment Mmh. ça, toi, camerounaise, et non, en fait, et en fait, je me suis juste rendu compte qu'un matin, j'étais au travail, il y a eu des choses qui se sont passées et en fait, ça a été la goutte de trop et en fait, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas très expressive au niveau des émotions, profondes, on va dire comme ça. Mmh. Et je me suis dit: «Mais pourquoi tu pleures?» Et quand je suis rentrée chez moi, je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à manger. J'avais la boule au ventre d'aller au travail et pourtant, j'étais toujours épanouie avec mon équipe, mais j'avais d'autres aspects de mon travail qui m'angoissaient et en fait, j'étais arrivée à un niveau d'épuisement. J'en pouvais plus et quand j'ai vu les médecins, ils m'ont dit: «Vous êtes en burn-out, on vous arrête». Tu me crois si je te dis que j'ai culpabilisé. Mmh. J'ai culpabilisé de me dire: «Comment ça, je suis en arrêt maladie? Moi, c'est pas possible, mais mon équipe, comment elle va faire? Avoir Comment ils l'impression vont que faire? voilà, Comment ils vont faire? Là, j'ai un super gros projet, c'est moi qui enfin, je suis le lead du projet, ouais. comment je vais faire?» Et là, je me suis dit: «Mais je peux pas» et j'ai dit au médecin: «Mais je peux pas être en arrêt maladie» et ils m'ont dit: «Mais vous avez pas le choix. Vous avez pas le choix». Enfin, en fait, on vous laisse pas le choix et C'était pas une et j'ai question, c'était une c'est pas une affirmation. question, en fait. Mon état, physique et émotionnel était tel, j'ai fait, je crois 4 jours où je n'ai pas pu fermer l'œil, où je n'ai pas pu manger et ça, en fait, c'est des choses que j'aurais pu voir déjà depuis un moment. J'étais plus irritable, j'avais, ouais, beaucoup moins de patience, j'avais une fatigue physique plus importante et je me dis: «Oh, ça va passer, ça va passer, ça va passer» et quand ça te prend, c'est très compliqué de revenir en arrière et ce burn-out a été salvateur pour moi Mmh. parce que j'ai pris conscience que ma vie ne se résumait pas aussi qu'à ma carrière professionnelle. Ma carrière, oui, mais ma vie personnelle et ma santé mentale aussi, elle est importante et donc en tant que personne issue de l'immigration, notre santé mentale, elle est elle est encore plus importante chez nous parce qu'on a, de manière naturelle et instinctive cette volonté de toujours prouver, de toujours réussir, de toujours se battre, de ne pas accepter les émotions qu'on peut ressentir. Acceptons-les parce qu'on est juste des êtres humains, en fait Mmh. et que c'est normal et que ce n'est pas en acceptant tes émotions que tu ne vas pas gravir les échelons et quand j'ai arrêté de me démener comme je faisais, le résultat, c'était quoi? J'avais le même salaire à la fin du mois. J'avais les mêmes résultats, voire même mieux et j'étais en phase mentalement avec tout Mmh. et donc surtout sur des métiers où on gère j'aime pas ce mot, où on lead, on accompagne les autres, on est toujours dans une posture où c'est d'abord les autres avant nous. On s'oublie, hein, on s'oublie. Je te jure que quand tu es manager, tu es la mère, le père, la psy, l'entraîneur sportif, tu es tout en fait. Donc tes émotions passent enfin tes besoins, tes émotions passent toujours après ceux des autres. Mais il faut arrêter de fonctionner comme ça. Parce que de la même manière où veux l'être pour tes équipes, il faut aussi que tu prennes soin de toi pour pouvoir leur donner le meilleur de toi-même. Donc la Mmh. santé mentale sur des postes où on lead des collaborateurs, c'est très, très important. Et à 34 ans aujourd'hui, je le comprends et là et du coup, j'ai décidé de changer de cap. Voilà, j'ai décidé de changer de cap. Je me suis dit: «Je ne veux plus être dans le management direct». Mmh mh. Là, j'arrive à une phase où je vais être dans la transmission. Je vais être dans le co-développement, je vais être dans le partage. Je veux avoir une posture humaine qui est plus importante. Parce que, affirmé ou pas, dans le monde de l'entreprise, tu fonctionnes selon les dictats du monde de l'entreprise. Tu as beau adorer tes équipes, ils ont beau t'adorer, on te donne des directives à prendre. Vous avez tel target à atteindre, vous devez, faire enfin, tu vois? Tout est cadré. Mmh. Je veux pouvoir aujourd'hui avoir l'impact sur la vie des gens de manière différente. En pouvant leur apporter cette connexion, émotionnelle
cette force tout à l'heure dans l'introduction, tu l'as dit et j'ai trouvé ça super parce que c'est exactement ça. Apporter des repères, apporter des réponses, hem, te connecter en fait à qui tu es, ton environnement et te donner aussi des armes pour pouvoir affronter le monde qui est le nôtre et pouvoir trouver ta place. Mmh. Et ça, il y a aucune manipulation derrière ça, en fait. Tu ne manipules personne. Tu es juste là pour on vient à toi, tu es présent et tu apportes ton expertise et ton plus grand épanouissement, c'est de voir la personne, bah, se découvrir. Bien sûr. Et donc cet aspect humain-là, aujourd'hui, c'est ce sur quoi je suis en train d'aller. Donc je suis en train de faire une reconversion, pour, devenir coach formateur, justement. Donc j'aurai 2 pans, une partie coaching, et je veux me spécialiser justement, sur les populations issues de l'immigration, des les personnes racisées. Parce que même dans mes équipes, je me suis rendu compte que ceux qui évoluaient dans mon équipe, c'était souvent ceux qui avaient un peu le même caractère que moi, à savoir qu'ils allaient chercher les choses. Et les autres, ils travaillaient très bien, mais ils étaient pas dans C'était pas l'action. suffisant. Ouais. Ils étaient juste: «Mais je fais bien mon travail, je comprends pas pourquoi». Mais oui, mais non. Et donc en fait, non, parce qu'en fait, tu fais bien ton travail, mais il y a des choses où on t'attend, où on pourrait t'attendre et tu ne viens pas et tu ne surprends pas et tu n'amènes pas. Mmh. Et j'en ai vu ça, mais tout le temps. Et donc, c'est des personnes que j'ai accompagnées, à qui j'ai appris ces codes-là. Il y en a qui ont évolué, il y en a qui ont eu le déclic de se dire: «Bah, je suis pas à ma place». C'est aussi ça, hein, être, pour moi, un bon accompagnant, c'est pas toujours d'être dans, heu, accompagner la personne dans ce qu'elle pense être vrai, mais lui montrer aussi que peut-être que là où tu es, c'est pas le bon endroit. Et donc un peu déconstruire ce qu'elle s'est mis en tête depuis des années pour partir sur autre chose. Mmh. Et donc ça, c'est super important, Je te globalement. je te remercie. Hem, Ton témoignage, il est très riche. Il est très riche parce qu'il a différentes, dimensions. Donc si je viens dans la dimension, purement, professionnelle et purement carrière, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est le terme que j'utilise pour moi, mais cette énergie du désespoir de vouloir prouver, qu'on est mieux, qu'on peut faire autant aussi bien qu'eux, et moi, c'est ce qui m'a longtemps guidée aussi. Donc je connais un peu cette énergie où Mmh. tu as la tu les dents longues parce que, tu as envie de prouver aux autres, et c'est assez, drôle. Je rigole, mais parce que quand tu as dit, «Oui, moi je me suis dit que je vais être réussie quand je vais atteindre ça, ça, ça», je me suis dit la même chose. Ouais, Je m'étais mis un objectif et cetera et quand j'ai atteint, ouais, OK, bon. c'est ça, en fait. Ouais. Et là où, je comprends ton envie, je comprends, c'est d'accompagner. Et c'est pour ça que, tu vois, le média a été lancé. C'est pour ça que moi-même je me suis, formée, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir faire du coaching, donc de l'accompagnement par du coaching ou de la formation. Parce que en étant spécialisée, je me suis spécialisée, pour les personnes de la communauté noire, que je me Mmh. suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas toujours les codes. Et donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'on part déjà un peu en retrait, Oui, mais en fait, quand tu arrives dans l'entreprise et que tu as pas du tout les codes, tu vois, par exemple, ce que tu disais, sur les small talk, tu vois, les petites conversations. oui, oui. Moi, quand, le on va me parler de son chat, c'est pas vraiment: «Non, mais moi, mon chat, il a été chez le vétérinaire et cetera». Ouais, Dans ma tête, c'est: «Et?» Enfin, tu vois, le truc, ouais, ouais. mais en fait, j'ai appris. Le café, je bois pas de café, donc pourquoi je prends mon petit chocolat, je prends mon petit thé, j'ai appris comme toi. Hem, Pause clope pareil, tu vois ces petits moments informels, Oui, qui permettent de créer du lien, de contacter les gens, pas que quand tu as besoin. c'est ça. Donc j'avais mon petit agenda, contacter les gens juste pour dire, «Bah, coucou, ça va? Quoi de neuf? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi sur un truc? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas». «Ben non, ça va». «Tu veux quoi?» «Non, c'était juste comme ça». Tu vois? En fait, apprendre à réellement connecter avec les gens sans avoir Oui, spécifiquement des attentes. c'est ça. Mais ces codes-là, en fait, moi, je les ai appris parce que moi-même, j'ai été coachée. J'ai pris l'opportunité d'être coachée. Donc j'avais, ouais, une 20 je l'ai fait plusieurs fois et j'ai eu Mmh. aussi un mentor, que j'ai déjà dédicacé dans une, précédente, émission, mais que je vais refaire, qui s'appelle, Marceau Nicolas Nelson, Mmh. hem qui m'a beaucoup appris et j'ai compris que la richesse, c'était
pas que pécunier, c'était pas que ça en fait, que dans un travail, tu peux avoir une carrière qui est réussie, donc la réussite, c'est tu as un statut, tu as quelque chose de tangible, mais tu es pas épanoui, tu vois? Ouais. Épanoui dans le sens où, tous les pans de ta vie ne sont pas en équilibre. Et ce que je ressens là, c'est qu'en fait, tu es arrivé à ton point de non-retour, entre guillemets, mais ça, tu l'as appris dans la douleur, tu vois? Avec ce burn-out qui a été, bah, une étape, vraiment un switch complet, parce Mmh. qu'en fait là, ça t'a dit: «Mais en fait, Gaël, c'est toi la priorité». C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, mine de rien, demain, tu pars, on te remplace. On va parler de toi pendant encore 3 mois, allez 1 an, après on t'aura oublié et l'entreprise va refaire ce qu'elle a à faire. Et aujourd'hui, c'est de se dire qu'avoir l'humilité, tu vois? Pourtant, tu pourrais, te dire: «Bah, attends, j'ai 10 ans, c'est bon, j'ai fait un petit burn-out et j'y vais». Mais c'est avoir l'humilité de te dire: «Bah, en fait, c'est plus pour moi. Ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, heu, ou pas», tu vois? Il y a des choses à améliorer et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est, de pouvoir, transmettre, partager ce que j'ai appris, et de pouvoir, empêcher d'autres d'arriver sur des chemins, trop sinueux, et tu vois, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas parlé. Moi, j'ai commencé une thérapie très jeune, enfin très jeune, Mmh. plus jeune, tu vois? Aujourd'hui, je suis en thérapie, heu et les gens pensent que la thérapie, c'est pour les fous. La thérapie, c'est pour, tu vois, dans notre communauté, c'est: «Oh mais Oui, attends, oui. Ouais, oh ouais. mais attends», On a ou beaucoup de sinon préjugés, hein, sur ça, hein. c'est ça et en fait, Beaucoup de justement, une de mes missions, quand j'accompagne, c'est de pouvoir casser ces préjugés, ouais. et c'est de pouvoir laisser en fait, il y a des choses qu'on porte sur nos épaules qui nous appartiennent pas. Hem Et tu vois, moi, quand j'ai commencé et que j'ai trouvé mon job, je voulais être la première directrice supply chain noire, enfin, tu vois? Mmh. Je te laisse, voir le topo, hem, avec tel et tel salaire. Donc j'ai atteint un niveau de salaire, plus même que ce que je recherchais. Je suis Mmh pas mh. plus heureuse. Je Ouais. me dis: «La seule chose, moi, une des rares choses qui m'a fait garder les pieds sur terre, c'est que moi j'ai rencontré, mon mari, j'étais très jeune, et en fait, lui, il a pas les mêmes ambitions que moi et donc il a ses ambitions qui lui sont propres, mais lui, Ouais. son bonheur fait partie de son ambition, or que moi, ça n'en faisait pas partie. Pour moi, l'aspect bonheur, si j'ai de l'argent, si j'ai un bon travail, je suis heureuse. Il m'a dit: «Oh, pas du tout», et en Et fait, il ça, m'a c'est pas finalement ce que la société nous renvoie tous les jours, en oui, fait. mais Tu as réussi exactement. quand tu vois? Donc Exactement et tu vois, aujourd'hui, je profite plus de la vie et j'apprécie plus les choses en ouais. consommant moins, mais en consommant de manière plus, juste pour moi, tu vois? Mmh. Sans être dans une consommation excessive, mais en me faisant Ouais. des petits plaisirs de temps en temps. Avant, tu vois, j'avais l'impression que, l'amour était conditionnel. Heu J'avais l'impression que, le m'offrir un cadeau, c'est parce que j'avais réussi quelque chose, donc il fallait que je m'offre un cadeau, Mmh. donc il y avait une condition. Alors que non, Ouais. j'ai envie de me l'offrir, je me l'offre. Mais est-ce que c'est une envie juste comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me faire plaisir et qui va durer? Hem Pour revenir sur la santé mentale, hem, j'ai pas fait de burn-out, et je te remercie d'en parler parce que c'est des sujets qui peuvent être très, très difficiles à aborder. J'ai pas fait de burn-out, je connais des gens qui en ont fait et aujourd'hui ce qui m'impressionne, déjà, c'est la vulnérabilité avec laquelle tu en parles, tu vois? En toute simplicité et c'est de se dire que de ça, tu en fais quelque chose. Tu vois? Tu aurais pu, continuer dans la même direction, mais il y a une réelle remise en question, une réelle humilité et un réel Mmh. partage aujourd'hui, bah, de ton expérience et de ton parcours et l'envie aussi de laisser quelque chose. Parce que j'imagine que dans la transmission que tu veux faire demain, c'est de pouvoir laisser une sorte d'héritage, Tout et à de fait. On est dans le legacy, comme, le nom de ton entreprise d'ailleurs. PTC, c'est quoi? How to change, legacy, donc le pouvoir de changer notre héritage, Mmh. c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on prend, telles quelles. Tu vois, par exemple, dans ton témoignage, moi, je reprendrais tel quel le support système que ta mère, elle t'a donné. Je reprendrais tel quel, tu vois, le la proactivité que tu as faite et cetera Mmh. et ce que je changerais à mon niveau, bah, c'est de me dire: «OK, on aujourd'hui, on veut plus réussir à tout prix». Tu vois? Mmh mh. On veut réussir en étant épanoui.
Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à trouver la juste balance. Donc c'est comment on fait ça? Et donc c'est ce que, je veux faire avec ce média, c'est pouvoir recevoir des gens, comme toi qui partagent leur expérience et qui ont à cœur de la partager. Et j beaucoup d'apprentissage et beaucoup de ouais, de clés, tu Mmh. vois? Beaucoup d'actions, de dans ce que j'ai compris, beaucoup d'actions, et d'auto-challenge de toi-même, Ouais. beaucoup de proactivité, d'innovation. Tu avais envie d'avoir une réelle valeur ajoutée, tu avais envie d'être, pas juste une personne, tu avais envie d'être la personne qui va apporter la solution. Mmh. Donc tu étais vraiment très observatrice, pour pouvoir justement, aller chercher ces petits détails qui font la différence. Ensuite, ce que je retiens aussi, c'est pas la peur pas la peur de changer de métier, enfin ou de changer tu vois, d'aller prendre des responsabilités, Exact. changer, Ouais. Ouais. aller, aller chercher des nouvelles compétences, ouais, oser. Tu vois? Parce que tu aurais pu rester dans ton premier métier et te dire Mmh. sachant qu'en plus, il y a un moment, tu avais eu un gap, entre le 1er emploi et le deuxième, il y avait un salaire qui était amoindri, enfin, tu vois? Ouais. Ensuite, l'humilité de reconnaître là où tu étais, bonne et là où, tu avais des axes d'amélioration et de demander d'être honnête par rapport à ça et de te faire mentorer et ça, les gens l'oublient, de se faire coacher, de se faire mentorer, c'est important. Après il y a une différence entre le mentorat et le coaching. Le Ouais. mentorat, c'est vraiment une personne d'expérience qui va partager son expertise de par ce qu'elle a vécu, elle va trouver des similitudes. Donc une personne, par exemple, qui a 10-20 ans, tu vois, aujourd'hui, tu pourrais être un mentor pour des Mmh. plus jeunes. Mmh. Et le coaching, là, c'est vraiment une profession où on t'accompagne d'un point A à un point B parce que tu as un objectif précis, et en fonction de ton objectif et de qui tu es, tu vois, on fait tout un cheminement d'accompagnement. Hem et aujourd'hui, c'est de se dire que, bah, tout ce que tu as, tout ce package, maintenant il va servir de transmission, de partage L'héritage. avec d'autres. Ouais et ça, comment L'héritage. tu l'imagines, cette 2e phase, et comment tu l'amorces? Comment tu t'y prépares? Bah, là, déjà, je suis accompagnée par un cabinet OK. spécialisé dans la reconversion. Donc on est au début, hein, de la construction. Là, on est encore sur la partie, bilan de compétences, et tout ce qui va en fait, donner un tu sais, c'est un peu la méthode de l'entonnoir, d'où je viens, où je vais et pourquoi je vais vers ça, pour pouvoir justement, matérialiser l'offre, la promesse que je veux faire demain à mes clients, donc on est là-dessus. Mmh mh. Hem, mais je vois, il y a 2 sujets moi aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai envie de continuer dans le salariat? Donc est-ce que je vais faire de la formation et ou du coaching en étant salarié ou est-ce que je veux le faire à mon compte? Mmh. Donc ça, c'est un peu aujourd'hui les 2 aspects où je suis en train de parce qu'il y a les pour et les contre enfin il y a des bons et des mauvais côtés, entre guillemets, sur les 2 sens. Mais je sais qu'aujourd'hui, bien que je sois jeune à 34 ans, j'arrive à un tournant où j'ai aussi besoin d'une indépendance, d'une certaine liberté, liberté d'esprit, liberté de construire, liberté hem, financière, une liberté. Il me faut de la liberté, de l'indépendance. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que mon offre n'est pas encore, complètement, construite. Elle est en réflexion, on est vraiment dans les prémices, de ma réflexion. Je pense que c'est un parcours qui va prendre à peu près 1 an et c'est OK parce que je me suis préparée à ça toute ma vie. Donc c'est la suite logique, en fait, des choses, mais je ne vais pas le faire, de manière précipitée. Mmh. Je vais le faire bien. Je vais me faire former, je vais, tu vois, encore une fois, aller prendre, des besoins, des formations, des choses que je ne connais pas, notamment dans le domaine du coaching. Il y a plusieurs aspects aussi où tu as besoin qu'on t'apprenne, tu as besoin d'être formé, tu as besoin aussi de pratiquer. Et après sur la formation, bon, c'est un aspect que je connais un peu plus, mais il y a aussi des choses où j'aurais besoin de continuer à me former. Donc tout ça pour dire que même après 10 ans d'expérience, même à 34 ans, on peut toujours recommencer à zéro. On peut toujours recommencer à apprendre tant qu'on reste en accord avec soi-même. Mmh. C'est tout et je pense qu'aujourd'hui, hem, à l'heure où je te parle, je suis en phase avec moi-même et c'est pas quelque chose de facile, hein et je peux pas te dire que c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Ce serait te mentir. Je me lance dans quelque chose que je sais qui m'anime, je sais que c'est ma voie,
mais est-ce que je vais réussir dedans? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir avoir la liberté financière que j'attends? Je ne sais pas. Donc c'est quand même un challenge qui est risqué, mais qui est en phase Mmh. avec ce que je suis et ce que je veux. Et encore une fois, on est dans l'action. On n'attend pas que les choses se fassent. On ne se donne pas d'excuses. Pas d'excuses. Je veux pouvoir me dire que j'ai essayé, j'ai pas réussi, ou j'ai essayé, j'y suis arrivée. Mmh. Mais il faut y aller en fait. Donc n'ayons pas peur de recommencer à zéro. N'ayons pas peur d'apprendre. N'ayons pas peur de déconstruire en fait aussi, ce qu'on a fait, toutes ces années. N'ayons pas peur aussi de jugement des autres qui vont te dire: «Mais comment ça? Tu as vu tout ce que tu avais construit?» C'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est toi, où tu vas. Mmh. Et n'ayons pas peur de se faire accompagner aussi. Je pense que c'est, aussi un des aspects, importants de mon message aujourd'hui, c'est qu'on n'est rien sans personne aussi. On est beaucoup tout seul, mais on est aussi beaucoup plus avec les autres. Et les autres, c'est comme tu disais, c'est un mentor, c'est se faire accompagner, via un coaching, c'est avoir juste des collègues, dans le monde de l'entreprise qui sont bienveillants. Ça va être un mari, ça va être un père, ça va être une mère, une sœur, une amie. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur de mettre des mots sur ce qu'on vit de joli et sur ce qu'on vit de moins joli aussi, dans notre monde du travail comme dans l'aspect personnel. Et j'ai une question, donc je vais revenir un petit peu sur ton burn-out, si tu me permets. Bien sûr, Hem, vas-y. est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais accompagner en thérapie? Hem, est-ce Alors que c'est oui, quelque chose vas-y, vas-y, finis ta question. est-ce que c'est quelque chose dont tu as ressenti le besoin ou pas? Est-ce que, pendant cette période-là, tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as continué? Sur cette période-là, je me suis faite accompagner, oui, par une spécialiste, justement de la souffrance au travail, Mmh avec mh. qui j'échangeais très régulièrement, juste pour mettre des mots sur ce qui se passait et évacuer. Mmh. Parce que quand on est en burn-out, on se rend compte que c'est vraiment on a emmagasiné beaucoup de choses. Parfois, on n'a même pas conscience de l'ampleur de ce qu'on a emmagasiné. On se crée des mini traumas au fur et à mesure des années. Et quand ça pète, ces traumas-là, en fait, tu es surpris de voir tout ce qui peut sortir. Donc oui, je me Mmh. suis fait accompagner pendant, mon burn-out, il a duré à peu près 3 4 mois et je me suis fait accompagner pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi qui a été la période où je n'étais incapable de sortir de chez moi, de faire quoi que ce soit. Mmh. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais la chose qui m'a fait le plus de bien, c'est qu'à cette époque-là, j'étais en couple. Et donc la personne avec qui j'étais a été mon rempart. Mmh. L'accompagnement d'un professionnel est indispensable parce que tu matérialises des choses de manière vraiment, tu conscientises en fait ce qui se passe. Mais l'accompagnement humain, côté chaleur, côté, écoute, côté, la personne te connaît intimement, connaît la personne que tu es. Ça a été pour moi, hem, je pense que si je n'avais pas eu cette personne à ce moment-là dans ma vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mmh. Donc l'accompagnement, je l'ai eu et en fait, au bout d'1 mois et demi, et ça, je pense que tout le monde n'est pas pareil, mais c'est encore une fois, c'est mon caractère. Je me suis dit: «Mais je suis en train de me laisser, entre guillemets, hein, «mourir». Quoi? Qui? Et je me suis dit de manière un peu caricaturale: «Eux, c'est qui? Eux, c'est qui, en fait? À quel Mmh. moment eux, donc eux, c'est le monde de l'entreprise, Ouais, ouais. vont me dicter ce que je veux ou pas être ou comment je dois me sentir mentalement et physiquement?» J'ai dit: «Stop» et j'ai dit: «Là, je repars avec mes règles, avec mes conditions. On prend ou on Mmh. laisse». Et en fait, j'en avais marre de subir. C'est-à-dire que j'ai accepté de subir, j'ai accepté d'évacuer, j'ai accepté de pleurer, j'ai accepté d'être l'ombre de moi-même, aucun Mmh. problème. J'ai accepté que pendant ce laps de temps, ils aient eu l'ascendant sur moi. Mais par contre, à un moment donné, je me suis réveillée. Et donc, on va dire que j'ai encore fait mon burn-out pendant 2 3 mois, hein, après avoir repris le travail. Et quand je dis que j'ai encore fait le burn-out, c'est-à-dire que je n'étais pas psychologiquement complètement guérie. Il y avait encore des situations qui me mettaient mal à l'aise. Il y avait Mmh. encore des moments où j'avais cette petite boule au ventre, ce petit truc, Mmh. quand tu te lèves, tu
Mmh. t'es pas sûr, t'es pas à l'aise. Mais en fait, j'ai affronté aussi pour moi mes peurs, mes démons en le faisant. Mais par contre, ça, c'est vraiment, tout le monde n'est pas comme ça. C'est mon caractère. C'est- Mmh. Je, je, je suis le genre de personne qui a besoin d'affronter ses peurs pour aller mieux. Donc, s'il y a des personnes qui sont en burn-out et enfin, ils ne doivent pas forcément prendre la même direction que moi. Il faut savoir s'écouter, en fait. Je me suis écoutée, je savais que j'avais les épaules au moment où je l'ai fait de le faire. Mais quand on les a pas encore, on continue à guérir et à évacuer. Et c'est comme ça que j'ai extériorisé mon burn-out et je suis arrivée avec mes règles et mon cadre et je l'ai dit clairement. C'est-à-dire que quand j'ai repris le travail, à ma direction, c'était clair. Voilà comment je veux avancer. Ça, je ne veux plus. Ça, je ne fais plus. Ça, si je fais, c'est comme ça. On prend, on laisse. Ils ont pris. Mmh. Et à partir de là, je savais par contre que je reprenais le travail, c'était maintenant plus pour un aspect pécunier, le temps de me préparer à ma reconversion. Mais je savais que j'allais partir. OK. Donc voilà, globalement, le burn-out, comme je disais, c'est salvateur parce que dans cette souffrance, j'ai encore appris de moi, mais ça m'a surtout donné le déclic de pouvoir aller à un step supérieur qui est pour moi aujourd'hui, entre guillemets, là où j'ai toujours voulu arriver en termes d'évolution de carrière et avoir cette liberté-là. Waouh! Vraiment, c'est, un beau témoignage, une belle preuve de résilience. Tu vois, c'est un mot que tu employé, et qui je trouve qui définit bien, ton parcours, et qui définit bien, là ce que voilà, tu es arrivé, tu as dit: «Bon voilà, là ça a plus été, donc on peut pas repartir sur les mêmes bases, il faut qu'on reparte sur des bases qui sont plus saines». Aujourd'hui enfin, demain plutôt et aujourd'hui, comment tu fais pour prendre soin de ta santé mentale justement après ce que tu as traversé? Je m'écoute. Je m'écoute, c'est-à-dire que je ne fais rien dont je n'ai pas envie et ça part de choses très simples. J'ai pas envie, d'aller au sport, je vais pas y aller. J'ai pas envie Mmh. d'aller faire ce déjeuner, avec telle personne, je vais pas y aller. Par contre, j'ai envie d'aller, marcher toute seule, dans la forêt pendant 30 minutes, je m'écoute. Je Mmh. m'écoute parce que ton corps te dit beaucoup de choses et ton esprit aussi et donc s'écouter, je pense que c'est le premier aspect. Je lis beaucoup, sur tout ce qui est développement personnel ou, des personnes qui ont un parcours de vie inspirant. Ça te permet aussi de relativiser. Ça te permet de, prendre conscience que peu importe qui on a tous eu à un moment donné dans notre vie des moments, de turbulence plus ou moins fortes, mais qu'on peut toujours se relever. Donc la lecture aussi pour moi, c'est un refuge, qui m'aide et le sport. Le sport, je suis plus la sportive que j'étais avant, on va pas se mentir, beaucoup plus la flemme aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui rentre dans mon hygiène de vie. À chaque fois que j'ai Mmh. la tête pleine, où je sens que je ne suis pas en train de maîtriser l'émotion que je vis, je vais faire mon sport et je vais faire mon sport, je vais au sport en marchant, je rentre en marchant et quand je rentre, tout ce que j'avais comme frustration, je l'ai évacué. En fait, je Mmh. refuse aujourd'hui de supporter ou d'assumer, des émotions qui ne me servent pas positivement et se reconstruire mentalement, c'est aussi faire des choix. Au-delà du fait de s'écouter, de faire du sport, de lire, c'est aussi savoir, faire du tri autour de soi. C'est Mmh. très, simple, hein, ce que je dis, mais il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui peuvent, hem, t'accompagner et te faire grandir sur plusieurs aspects Mmh mh. et enlever les micros, agressions qu'on peut avoir parfois sous forme de blagues, parfois sous forme de Mmh. parfois ça vient même de sa propre famille. Il faut savoir aussi isoler tous ces éléments perturbateurs qui peuvent, de manière consciente ou pas, avoir un impact sur ta santé mentale et j'ai fait ça aussi. J'ai fait du tri autour de moi et depuis que j'ai mis tout ça en place, écoute, j'ai envie de te dire que je suis, là où je suis, à la bonne place. Je prends la bonne direction. Je suis reconnectée avec moi-même. Je sais que professionnellement, ça va aller, humainement, ça va aller et puis personnellement, ça n'a jamais été aussi bien que depuis que j'ai fait tout ça autour de moi. Donc on dit toujours que ce que tu attires
ce que tu veux. L'énergie, tu vois, ce truc d'énergie, de réciproquité Mmh. d'énergie. Ben, j'ai l'impression que pour l'avoir vécu cette année-là, c'est réel. C'est réel. Tu attires vraiment ce que tu montres, ce que tu transmets. Donc, ne pas avoir peur aussi de couper des liens, que ce soit pro, amicaux, Mmh. familiaux, qui ne te font pas du bien. C'est OK, c'est OK. OK, et justement, comme tu lis, ou j'imagine que tu t'écoutes des podcasts ou que tu regardes des chaînes YouTube, Mmh. est-ce que tu pourrais nous conseiller quelque chose, qui pourrait nous servir et qui, toi, t'a servi? Moi, j'ai 2 choses, c'est des livres, hein, Mmh mh. qui m'ont beaucoup aidée. Il y a ce livre, de Myriam Cohen, Welgryn, je ne sais pas si je prononce bien, et Tu oseras sortir du cadre. OK. C'est un livre, c'est une femme, qui a, été dans le COMEX, hein, dans les grandes entreprises, et en fait qui illustre de manière un peu comique, enfin, tu vois? C'est des dessins, des grandes écritures, tout ce qu'elle a vécu de son parcours professionnel en tant que Mmh. femme et en tant que femme avec les grandes responsabilités, en tant que mère, en tant qu'épouse, et c'est super. Ce livre-là, Mmh. quand j'ai besoin, et là, je le conseille à toutes les femmes et tous les hommes qui voudraient mieux comprendre aussi leurs femmes peut-être, de le lire en fait quand tu as besoin d'avoir un petit peu ce petit vent d'énergie, de peps, Mmh. qui va te faire sourire et qui va juste te rappeler que tu peux être qui tu veux. Donc ce livre-là, vraiment, il est génial et il coûte pas très cher, mais je sais plus combien, 17 €. Il est top. Un de mes livres préférés, Ah, si tu ouais. de Steve Harvey, que j'adore, donc Act Like a Success, Think Like a Success, et en fait, moi, ce livre, c'est quand je suis dans le mal, quand j'ai besoin de me reconnecter avec, qui je suis, pourquoi je fais ça, pour retrouver un peu la guerrière, tu vois? Quand j'ai besoin Mmh. de voilà, et ben, je lis Steve Harvey et j'adore ce livre. Bon, il est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version en français, parce qu'en fait, il a un parcours qui est juste, incroyable. Je le trouve très inspirant. Il parle beaucoup aussi de certaines croyances limitantes, que tu as dès l'enfance, et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans ça, et en Mmh. plus aussi en tant qu'homme noir, il parle aussi des difficultés qu'il a pu avoir. Donc je le conseille vivement pour toutes les personnes qui, veulent un peu donner, heu, ce côté un peu, on parlait de coaching tout à l'heure, c'est une sorte de coaching, hein, mais littéraire, on va dire ça comme ça. Et après, il y a un dernier livre qui est un peu plus sur l'aspect, émotionnel. Je ne sais pas si on voit Mmh mh. bien avec ça s'appelle, «Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé», Mmh. de Laurence Luyet-Tané. Je ne sais pas si tu connais? Non. Il est super. Par contre, c'est un livre qui est assez psychologique, très connecté. Enfin, il y a elle a un parcours, scientifique un peu, et cetera, mais ça travaille plus en fait sur l'aspect émotionnel. Mmh mh. De ce qu'on ressent, de ce qu'on est, et de mieux comprendre ses émotions, de mieux se comprendre à travers ses émotions. Hem, voilà, et ce livre-là, moi je le lis, c'est vraiment plus pour mieux me comprendre, mieux me connaître, hem et rester toujours en phase avec aussi qui je suis. Ça, c'est mes 3 pépites. Donc s'il y en a que ça intéresse, je pourrais t'envoyer si tu veux les références, à l'écrit. Mais c'est 3 mondes complètement différents, hein. Mmh. Enfin, pour le coup, les uns et les autres n'ont rien à voir, mais je pense que c'est assez complémentaire sur, ma manière aussi sur ce que je suis, et ma manière de vouloir me connecter à moi-même, et aux autres. Oh. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te souhaiter? Souhaite-moi de trouver, la paix, la paix, en tant que personne, la paix, dans mes choix, et la paix dans ma carrière. Donc, moi, je vais te souhaiter la santé en premier, pour que Merci. tu puisses, justement aussi trouver les différentes paix, que tu cherches. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que tu aimerais conclure d'une manière spécifique, après cet échange, extrêmement riche?
une des phrases que j'aime bien et je pense qu'il peut résumer un peu notre échange, c'est à toutes les personnes qui vont nous écouter ou nous entendre: «Ayez conscience que la seule limite, c'est vous-même». Voilà. Yes! Oui. L'émission est terminée, donc je suis ravie d'avoir pu recevoir Gaëlle. Comme vous avez pu le constater, c'est un parcours qui est très riche. Donc elle a partagé avec nous en toute humilité son parcours, ses échecs, ses réussites et également, ses ambitions futures. Donc on souhaite à Gaëlle justement, la santé et la paix et qu'elle puisse, potentiellement revenir, dans quelques mois et dans quelques années, pour nous raconter, donc les futurs chapitres. Donc pensez à vous abonner, à liker, à partager à une personne qui peut en avoir besoin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.